Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le thème 56 du concours de langue française en Espagne, qui s'intéresse à la francophonie. Alors, il y a trois thèmes qui concernent la francophonie dans ce concours. C'est le 56, le 57 et le 58. Nous les verrons dans des vidéos prochaines. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à la diversité des communautés de la langue française et aux différents registres et espaces linguistiques. Mais avant tout, nous allons essayer de définir la francophonie et essayer de savoir à quoi elle correspond et à quoi elle s'intéresse. Alain Perfit est un homme politique, un écrivain et un diplomate français qui a parfaitement résumé le thème que nous devons traiter aujourd'hui. La francophonie commence à l'école. C'est à l'école qu'elle apprend à se marier avec toutes les formes, les références, les valeurs d'une humanité très ancienne. On y apprend à devenir plus, à entrer dans une histoire qui est le contraire d'une nostalgie, dans une communauté qui est le contraire d'un ghetto. Alors la francophonie constitue un espace linguistique, culturel, politique et administratif qui regroupe de nombreux et de très différents pays à travers le monde. Alors, avec l'appui de la France, mais aussi d'autres États francophones, la communauté francophone est devenue une véritable enceinte de coopération, tant linguistique et culturelle qu'économique et politique. Nous allons donc voir ce qu'est la francophonie et tenter de voir comment on peut enseigner ces valeurs aux apprenants. Nous le verrons dans ce thème, mais également, je vous l'ai dit, dans les deux thèmes suivants. Mais nous allons tout d'abord définir ce concept qui n'englobe pas uniquement l'aspect linguistique de la francophonie, bien au contraire. Le mot francophonie a été inventé par le géographe français Onésime Reclus, que vous voyez juste à côté. Cet homme est l'inventeur de la francophonie en actes et en paroles, et il représente donc la figure du francophone. Pour la première fois, il utilise le terme dans son essai de classement des habitants de la planète, en fonction de la langue qu'ils parlaient dans leur famille, mais également en fonction de leurs relations sociales. Toutefois, ce terme a disparu du langage pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, on découvre le terme de francité qui sera employé pour désigner les caractéristiques non seulement linguistiques, mais également culturelles de ce qui est français. Le mot ne réapparaîtra qu'en novembre 1962 dans un numéro spécial de la revue Esprit intitulé Le français dans le monde. Et ce numéro rassemblait notamment de prestigieux écrivains de toutes nationalités, comme Guggenheim, Léopold de Sédar Senghor, Pierre-Henri Simon, Jean Pellerin ou encore Jean-Marc Léger. Les écrivains dans cet essai analysaient les chances de l'avenir pratique d'une telle idée, et le président Senghor, qui était agrégé de grammaire et poète de langue française, offrait au mot et à la notion une audience internationale. Il y a trois personnalités politiques qui émergent nettement à l'époque. Sédar Senghor, évidemment, Habib Bourguiba, mais également le général de Gaulle. Car on ne peut parler de francophonie sans rappeler la politique internationale du général de Gaulle, qui, évidemment, était le libérateur de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il passe également aux yeux des Africains essentiellement pour celui qui a entamé le processus de décolonisation et donc les a conduits progressivement vers l'indépendance. Alors, l'homme politique qui est associé à l'idée de francophonie et dont le nom est le plus connu
est sans contexte Léopold de Sédar Senghor, que vous voyez ici avec son habit de l'Académie française. Donc en 1934, Senghor participait à la fondation d'une petite revue, L'Étudiant Noir, où le terme de négritude figurait pour la première fois sous la plume de Césaire, Aimé Césaire. Senghor devait le populariser et en devenir le porte-parole le plus éminent. Il a rendu au monde noir sa dignité. Il lui a permis de se rendre compte que l'Afrique avait sa propre civilisation et n'était pas une terre vierge, que le noir avait quelque chose à apporter au monde pour l'enrichir et le conduire à une plus grande culture, ce qu'on appelle la future civilisation de l'universel. Donc il découvrait la possibilité de partir de la langue française, mais également de célébrer les qualités et l'originalité des Noirs sur les différents continents et de chanter la négritude. C'était déjà, à l'époque, sans qu'on le dise, de la francophonie dans les actes. Habib Bourguiba, quant à lui, il permet la rencontre de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire autour de l'idée de coopération. Donc l'enthousiasme de son pays, la Tunisie, au début des années 60, a été extrêmement importante. Donc après avoir mené son pays, qui était un protectorat français, vers l'indépendance, Bourguiba a adhéré ensuite à l'idée de communauté lancée par le président Senghor et est même devenu l'un des fervents apôtres de cette communauté. On a dit de lui également, on l'a surnommé le parrain de la francophonie. Donc vous voyez qu'avec ces personnages, l'idée que des relations privilégiées devaient exister entre individus parlant la même langue commençait à faire son chemin. Toutefois, le terme de francophonie ne fit que tardivement son entrée dans les dictionnaires vers 1968. Nous allons maintenant parler des différents sens du mot francophonie. Il y a tout d'abord, et évidemment c'est le premier qui nous vient à l'esprit, un sens linguistique. Francophone, c'est celui qui parle français. L'accent est mis sur le langage, comme l'indique le terme de phonie. Donc ce sens, historiquement premier, fut d'abord le plus fréquemment utilisé. Il y a également un sens géographique. La francophonie, c'est l'ensemble des peuples et des hommes dont la langue, qu'elle soit maternelle, officielle, courante ou administrative, est le français. Il y a également, c'est peut-être moins connu, un sens spirituel et mystique. Être francophone, c'est avoir le sentiment d'appartenir à une même communauté qui partage des valeurs communes. Il existe par exemple un salon francophone du livre. La francophonie, vous le savez certainement, a sa journée internationale qui a lieu le 20 mars tous les ans. Et puis, il y a également un sens institutionnel. La francophonie, c'est l'ensemble des associations et des organisations de concertation et de coopération. Alors, il y a un secrétaire général de la francophonie, il y a l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, il y a la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, qu'on appelle le sommet, et puis il y a le Conseil permanent de la francophonie, donc qu'on appelle le Conseil permanent. Donc voyons tout d'abord la francophonie dans les chiffres. Donc d'après les chiffres de 2014 de l'Observatoire de langue française, il y a 274 millions de francophones dans le monde, alors qu'il n'y en avait que 135 millions en 1990. Ça veut dire qu'en 30 ans, nous avons doublé le nombre de francophones dans le monde. C'est la seule langue, avec l'anglais, à être parlée sur les 5 continents. Le français occupe des positions stratégiques privilégiées comme langue administrative, langue d'enseignement, langue de l'armée, langue de la justice, langue des médias, langue du commerce ou des affaires. Toutes ces circonstances font que le français est d'autant plus important mondialement. C'est également la langue officielle des Jeux Olympiques dont je vous ai mis le logo juste à côté. Alors il y a 2 profils de francophones. Les francophones qui l'utilisent comme langue étrangère
et les francophones qui l'utilisent comme langue quotidienne. Il faut noter que 57% des francophones se trouvent en Afrique, 36% en Europe et 7% en Amérique et aux Caraïbes. Dans l'Union européenne, le français est la deuxième langue maternelle la plus parlée, après l'allemand et devant l'anglais. Dans l'Union européenne, le français est la deuxième langue étrangère la plus pratiquée, après l'anglais et devant l'allemand et l'espagnol. Il y a 900 000 professeurs de français dans le monde. C'est une langue partagée actuellement par 77 États et gouvernements. Donc je vous l'ai dit, c'est la langue des affaires, c'est la troisième langue des affaires après l'anglais et le chinois. Les pays francophones représentent 20% du commerce mondial de marchandises. C'est également une langue de communication internationale, avec notamment des chaînes internationales en français, TV5, Canal+ Afrique, etc., mais également des radios comme RFI. Le français est la quatrième langue de la toile, c'est-à-dire d'Internet. Il y a en 2018 88 États et gouvernements au sein de la francophonie. Si l'on totalise l'ensemble des adhérents, on compte 900 millions de personnes. Alors, il m'est évidemment impossible de citer tous les États et gouvernements. Je soulignerai quand même que les États africains sont fortement représentés. Il y a divers types de pays francophones. Il y a les pays où le français est la langue maternelle d'origine, des pays où c'est la langue maternelle par dispersion, après les découvertes notamment, et puis il y a des pays où la langue française, c'est pour des raisons historiques, on appelle ça par expansion, notamment donc les anciennes colonies. Nous allons revoir chacune de ces catégories, une par une, dès maintenant. La France compte 67 millions d'habitants avec ses prolongements américains, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, mais également dans l'océan Indien, Réunion et Mayotte, et dans l'océan Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna. Elle est, avec Monaco, le seul pays où le français est la seule langue officielle. La Belgique. Donc le français est la langue officielle dans la partie wallonne depuis le XIIIe siècle. L'élite du pays s'est toujours exprimée en français. C'est au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle et au XXe siècle que le mouvement flamand va se développer et va faire reconnaître l'égalité pour les Néerlandais. Donc la communauté française de Belgique comprend la région unilingue française, donc les provinces de Hénan, Liège, Luxembourg, Namur et l'arrondissement du Brabant. Ça représente environ 4,5 millions d'habitants, ainsi que la population francophone de Bruxelles. La Suisse romande. Donc la culture suisse porte l'empreinte de la Réforme et du protestantisme. De nombreux prédicateurs étaient d'origine française et sont venus se réfugier en Suisse. À la différence de la Belgique, la langue française a été en situation de complémentarité avec les autres langues utilisées dans la Confédération. La Constitution suisse distingue 23 cantons qui ont leur propre souveraineté quant à la langue qui sera officialisée dans chacun d'entre eux. Par exemple, le français est la seule langue officielle dans 4 cantons, celui de Genève, de Vaud, de Neuchâtel et de Jura. Il y a 3 cantons qui sont bilingues, c'est-à-dire allemand-français, c'est Fribourg, Valais et Berne. Il y a donc plus de 1,8 million de Suisses qui sont francophones et ça représente environ 10% de la population totale. Le Luxembourg. Donc dès 1136, Henri IV instituait un enseignement bilingue français-allemand. Le français est la langue officielle, donc avec l'allemand et le dialecte luxembourgeois.
C'était également la langue des débats parlementaires, la langue judiciaire, la langue administrative et de négociation dans le cadre du Benelux, c'est-à-dire un regroupement entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, donc Netherlands, Luxembourg et Belgique. À côté de ces 4 pays, je voudrais en rajouter 2 autres. Alors ce ne sont pas des pays. Il y a Jersey d'abord. Les îles anglo-normandes sont l'ultime vestige du duché de Normandie. La population était en majorité francophone jusqu'en 1871, mais en 1948, le français a perdu son statut de langue officielle. Il reste toutefois la langue des États. Et certains documents officiels sont encore rédigés en français. Et puis, il y a le Val d'Aoste, en Italie. Donc, les langues françaises et italiennes sont traitées sur un pied d'égalité dans la région italienne de la vallée d'Aoste, à tous les niveaux et dans tous les domaines, excepté celui de la justice. Donc, la langue française reste vivante, notamment grâce à l'action du Bureau régional pour l'ethnologie et la linguistique, mais également en raison de nombreuses initiatives d'ordre culturel. L'époque des grandes découvertes fut importante pour la francophonie car les navigateurs français, mais également les colons, furent à l'origine de la diffusion de la langue et de la culture française. Alors nous avons tout d'abord le Canada. Il a été découvert par des navigateurs français, puis dans les terres jusqu'aux Rocheuses et à la mer des Caraïbes par des missionnaires français. Alors le Canada, c'est une fédération depuis la loi britannique du 1er juillet 1867. Il est devenu un pays indépendant en 1931 et compte maintenant 10 provinces. 3 de ces provinces groupent la quasi-totalité de la population francophone, qui représente près de 25% de la population totale du pays. Alors, donc ces 3 provinces sont le Québec, c'est la zone francophone d'Amérique par excellence, la seconde communauté de langue française au monde. Le Québec participe au sommet francophone et il peut ainsi cesser de penser en termes de survivance locale pour participer pleinement à la francophonie internationale. Vous avez également l'Acadie, qui constitue la partie orientale de la Nouvelle-France, et vous avez le Nouveau-Brunswick, qui est désormais la région qui a la population francophone la plus importante. Près de 40% de la population du Nouveau-Brunswick est d'origine française. Elle jouit des mêmes droits, des mêmes privilèges et statuts que l'anglais. Donc voilà les 3 régions du Canada dans lesquelles la langue française est officielle et largement parlée. Mais ce que certains ne connaissent peut-être pas, c'est que la Louisiane, un des États des États-Unis, a comme langue officielle le français. Donc d'ailleurs le mot Louisiane a été choisi en honneur de Louis XIV par Robert de La Salle. Donc l'implantation de la population française a eu lieu en 3 étapes. Les créoles qui se sont installés à la Nouvelle-Orléans, puis les Acadiens, et enfin les mulâtres qui étaient des descendants d'esclaves qui ont fui la révolution de Toussaint Couverture en 1809. Donc la Constitution de la Louisiane de 1868 institue le français comme seconde langue officielle et la population réellement francophone représente en 2020 environ 5% de la population de l'État de Louisiane. Et enfin, Haïti, l'île a d'abord eu un destin espagnol, mais ensuite elle a été attribuée à la France. Donc l'administration de Louis XIV y a créé une colonie très très puissante, et la révolution des esclaves en 1791 a abouti à la proclamation de l'indépendance en 1801. Le français est unique langue officielle du pays à l'origine, mais elle a été rejointe par le créole en 1987. Donc il y a 2 langues officielles en Haïti, le français
et le créole. Alors, au-delà de la France, la langue française s'est étendue grâce ou à cause de la colonisation. Les anciennes colonies sont devenues indépendantes, mais beaucoup conservent le français comme langue officielle ou langue d'usage. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le Maghreb, qui représente 3 pays, Algérie, Maroc et Tunisie. Officiellement, l'usage du français n'est mentionné dans aucune des constitutions de ces pays, la langue arabe étant la seule langue reconnue. Il n'est pas plus représenté, le français, ou ni mentionné dans les textes de loi, sauf dans le domaine de l'éducation pour la Tunisie, qui possède des lois qui situent le français uniquement dans l'enseignement. Toutefois, il y a de grandes différences entre la loi, entre la Constitution, et ce qui se fait véritablement dans l'usage. La langue française a une longue tradition au Maghreb. Elle y est présente depuis 1907 au Maroc, depuis 1840 en Tunisie et depuis 1830 en Algérie. De plus, le Maroc et la Tunisie sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, à la différence de l'Algérie. Monsieur Bouteflika, donc le président algérien, était d'ailleurs l'invité d'honneur du 9e sommet de la francophonie en 2002 à Beyrouth. Et bien que l'Algérie soit l'un des pays où le français est le plus répandu, pour des raisons politiques, l'Algérie ne participe pas et n'adhère pas à l'OIF. Vous avez également l'Afrique noire. Alors, il est impossible de retracer en quelques lignes l'histoire de la présence française en Afrique noire. Il faut noter quand même 2 aspects fondamentaux. D'abord, la durée de cette présence et sa permanence. Donc, cette présence débute au XVIIe siècle avec la fondation de Saint-Louis dans le futur Sénégal en 1659. Ce n'est que 2 siècles plus tard que l'expansion prendra sa véritable ampleur. Et cette expansion, cette pénétration française ne s'achève que vers 1900. Enfin, il faut noter l'ancienneté de l'action entreprise pour développer la langue et la culture française. Dès 1817, Jean Dard a fondé une école à Saint-Louis, au Sénégal. Il faut également noter la colonisation belge, qui a également amené 3 pays à la francophonie, donc l'ancien Zaïre, donc actuellement République démocratique du Congo, le Rwanda, mais également le Burundi. La colonisation portugaise, du fait d'un usage préférentiel du français dans la métropole, a répandu la connaissance du français dans les 5 pays africains de la lusophonie, l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sao Tomé et Principe. Il est difficile de recenser en Afrique le nombre exact de francophones. Le français continue d'exercer un rôle officiel important et ces pays participent de manière très active aux grandes organisations francophones internationales. Vous avez également le Proche-Orient. Alors le Liban tout d'abord et la Syrie. Alors, le Liban est, depuis l'alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique, qui reconnaissait la France comme la protectrice des chrétiens d'Orient. Et vous avez l'université limadaise fondée en 1953, qui utilise également l'arabe, l'anglais et le français, mais en fait avec une prédominance du français. En Syrie, qui est un ancien mandat français, l'anglais s'est étendu aux dépens du français, d'autant plus que les écoles franco-arabes ont été nationalisées en 1968. Une présence francophone active est toujours assurée par le Centre culturel français de Damas. Et vous avez 2 autres régions. C'est tout d'abord les îles de l'océan Indien, l'archipel des Comores, mais également l'île Maurice ou les Seychelles,
Et vous avez l'Extrême-Orient avec les anciens comptoirs des Indes, Pondichéry, Chandernagore, Karikal, Yanaon, mais également l'ex-Indochine française, où beaucoup de réfugiés se sont installés, ce qui témoigne des liens et des devoirs que crée l'usage d'une même langue. Alors vous avez des pays comme le Vietnam, comme le Cambodge, comme le Laos, qui continuent sous des formes diverses à affirmer leur tradition francophone. Alors je fais référence ici à tous les pays qui ont adopté le français comme langue de culture, en dehors de toute nécessité géographique ou historique. Par exemple, en Roumanie et en Pologne, après la Seconde Guerre mondiale, le russe a été l'objet d'une promotion rapide et imposée. Le français, depuis, a partiellement repris la place privilégiée qu'il avait traditionnellement occupée. D'autre part, on assiste à une spectaculaire progression du français dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis quelques années, dans d'autres pays comme la Bulgarie ou l'Albanie par exemple. Deux indications permettent de préciser l'aire de diffusion. Tout d'abord, le nombre de professeurs et d'élèves de français à l'étranger. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre total d'enseignants de français dans le monde est d'environ 250 000. Parmi les élèves de l'enseignement secondaire dans le monde, il y a à peu près 35 millions qui étudient soit le français, soit en français. Et puis vous avez la présence des alliances françaises, qui sont des organisations privées très dynamiques. Il y a 1050 comités de l'Alliance française, actuellement situés dans 112 pays, qui donc donnent des cours qui enseignent le français à 350 000 élèves, dont 80% ont moins de 25 ans. En conclusion, on peut donc dire qu'on a vu que la langue française occupe des situations très diverses selon les pays. Elle peut être une langue maternelle, une langue officielle, une langue d'enseignement, une langue de culture. Le support de la francophonie, c'est la langue française. Elle doit donc être traitée avec soin par tous les États qui sont intéressés à sa qualité et à sa promotion, à commencer par la France. La francophonie ne peut être détournée de ses objectifs. Elle n'a pas à servir les intérêts de la France. Elle doit également répondre aux besoins des peuples qui forment la communauté francophone. Elle est et doit rester un lieu privilégié d'échange, de coopération technique, économique et culturelle. J'ajouterai que pour terminer ce thème, qu'il est important de travailler cette francophonie dans le domaine de l'enseignement pour l'interdisciplinarité. En effet, les apprenants pourront, en histoire par exemple, voir la présence du français sur tous les continents, et en anglais, ils pourront comparer avec la présence de l'anglais également. D'un point de vue interculturel, ce thème est essentiel dans la mesure où il permet de prendre conscience de la diversité des communautés et que cela implique forcément une ouverture vers des échanges, vers une coopération, vers la paix, vers la non-discrimination et vers le respect de chacun. Pour conclure, je vais citer une phrase de Gilberto Gil, qui était ministre de la Culture du Brésil. La culture forge l'estime de soi, fonde la citoyenneté, cimente la vie en communauté, autant de choses qui sont des remparts à la violence et à la misère. Voilà, j'ai fini ce thème. Je vous le rappelle, deux autres thèmes suivront sur la francophonie. Le deuxième nous permettra de voir plus précisément la France et les pays où le français est langue maternelle, donc Belgique, Suisse, mais également le Québec. Et dans un troisième thème, nous parlerons beaucoup plus de la partie politique et éducative. Donc nous ferons une comparaison des politiques ou des politiques et éducatives dans ces trois pays. Merci, au revoir.